Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette initiation à travers laquelle nous allons essayer de vous présenter un sujet de grande importance et que tout le monde en discute, celui des sciences de l'information et de la communication. À la fin de cette présentation, vous serez capable d'identifier ce qu'est une communication, ce qu'est une information, de définir et caractériser les cycles, notamment au travers de quelques théories et auteurs que nous allons vous présenter, d'identifier les centres d'intérêt des sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire les objets sur lesquels elles travaillent, de comprendre la place des cycles dans la vie personnelle, professionnelle, du groupe et dans les masses médias. Comme vous savez, les études professionnelles à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir proposent une mosaïque de formations en sciences humaines et sociales. Ces formations devraient en principe orienter l'étudiant vers une profession ou un corps de métier. C'est-à-dire quoi ? Ainsi en est-il de la formation en information et communication. On a la possibilité de choisir au final un métier précis. Attaché de presse, documentaliste, éditeur, journaliste, publicitaire, photographe, web designer, média planner, directeur d'agence de communication, web manager, etc. Les métiers sont en tout cas nombreux dans cette formation, dispensée dans le cadre des départements de notre faculté. Cependant, quel que soit l'ajustage institutionnel de la formation en sciences, de l'information et de la communication, l'orientation de l'enseignement à la faculté exige, avec l'application du système licence, master, doctorat, que l'étudiant en sorte avec un savoir-faire ou, à tout le moins, une familiarisation avec un domaine d'activité pour faciliter son insertion professionnelle. La priorité, c'est l'apprentissage des techniques des métiers. Mais autant que la théorie sans pratique est vide, la pratique sans théorie est aveugle. Si l'essentiel est que les étudiants aient formation en sciences de l'information et de la communication, orientés vers la professionnalisation, c'est-à-dire l'adaptation à un métier ou sa pratique effective, il est aussi impératif qu'ils soient sensibilisés sur l'effort de recherche et de réflexion théorique qui précède, accompagne et suit la pratique du métier. C'est ce qui justifie, entre autres, le contenu de cette présentation, de cette initiation, axée sur une introduction aux sciences de l'information et de la communication. Le but est de sensibiliser les étudiants à la pensée informationnelle et communicationnelle et leur ouvrir des perspectives académiques, scientifiques et professionnelles. Le contenu de cette initiation est structuré autour de 5 centres d'intérêt principaux. D'abord, le déblayage des notions d'information, de communication et de sciences de l'information et de la communication. Ensuite, nous allons donner la définition des cycles. En plus, nous traiterons de leur but et de leur rôle. De surcroît, à quoi s'intéresse-t-elle? Et finalement, nous présentons quelques modèles et théories, pièces maîtresses dans la formation de l'étudiant dans son parcours universitaire et professionnel. Commençons d'abord par définir ce qu'est une information. Selon le dictionnaire universel, le mot information a plusieurs sens. Il le définit comme l'action d'informer autrui ou de s'informer. Informer, c'est, entre autres,
avertir, mettre au courant, donner connaissance d'un fait. C'est aussi donner une forme à une signification à une chose. Très bien. Nous pouvons en fin de compte percevoir l'information d'abord comme une action de recherche, de traitement et de diffusion des données. Ensuite, comme un renseignement, un fait ou une donnée de connaissance. Enfin, comme un ensemble d'institutions, de production, de gestion, de communication et de conservation de données. Qu'en est-il maintenant de la communication? Comme vous savez très bien, le mot communication dérive du latin communicatio, qui signifie mise en commun, échange de propos, action de faire part. Francis Ball le définit comme une action consistant pour les hommes à échanger des messages en face à face ou bien à distance, avec ou non le secours d'un média, et quelle que soit la finalité du message, ou bien la finalité de cet échange. Très bien. Dans le cadre de diverses activités au quotidien, toutefois, le mot communication n'implique pas toujours l'échange. Le terme renvoie aussi à l'action de communiquer quelque chose à quelqu'un, le résultat de cette action. Il y a aussi la communication verbale, non verbale, c'est-à-dire celle qui n'utilise pas plutôt des signes linguistiques. Là, je parle de la communication non verbale. Là, je vous réfère aux travaux d'Edward Hall. Cette communication se fait par les gestes, les regards, les postures. Elle passe aussi par la façon de se vêtir, de se maquiller, de porter des signes d'apparat tels que les tatouages, les peintures du corps, etc. Dans ce sens, nous pouvons aussi distinguer, selon Bruno Joly, dans son livre La communication de masse, la communication en petits groupes, la communication interpersonnelle et la communication intrapersonnelle. Bref, le terme communication ne peut se limiter seulement à ces appellations. Nous parlons aussi de la communication politique, de la communication didactique, de la communication scientifique, de la communication religieuse, de la communication sportive, etc. Cependant, ce n'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Essayons maintenant de nous tourner vers les sciences de l'information et de la communication. Vous savez très bien que les sciences de l'information et de la communication sont une discipline universitaire récemment créée pour fédérer des enseignants marocains qui s'était développée au cours de la décennie précédente et qui a rapidement développé une activité de recherche. Le développement de cette activité est en relation avec l'innovation et les changements qui affectent les dispositifs d'information, le monde de la communication et des médias, les industries culturelles et médiatiques. C'est ainsi que les genres audiovisuels, les usages de l'Internet, la vulgarisation et la prévention, la communication des marques, la communication numérique, la culture numérique font l'objet d'une attention toute particulière. Le rôle des SIC est avant tout d'aider les étudiants, de nous aider nous aussi à ne pas subir les innovations techniques et les stratégies industrielles d'un secteur identifié comme décisif, mais de se donner les moyens de penser ces changements pour inventer un avenir démocratique et créatif. Leur but, la recherche en SIC, c'est particulièrement attaché à développer certains concepts essentiels comme le document et la documentation,
le dispositif médiatique, la situation de communication, le discours et l'écriture, la médiation, l'espace public, l'interaction verbale, la pratique langagière, l'industrialisation de la culture et de la communication, la réception et l'usage des publics, la trivialité et nous en passons. Elle a pour particularité d'envisager le processus communicationnel dans sa globalité, sans dissocier sa base technique et économique, sa dimension de langage et son caractère social. Dans cette perspective, une question se pose. À quoi s'intéressent les sciences de l'information et de la communication? Tout simplement, les SIC s'intéressent à la linguistique, à la sémiotique, à la psychologie, au discours, aux pratiques sociales, aux techniques, aux technologies, aux médiations et médiatisations, à la qualité de la communication ou bien à la qualité des communications. Bref, les SIC puisent et s'alimentent dans ces travaux de ces théories, d'où le caractère interdisciplinaire qui régit ces sciences, ces modèles et ces théories. Après ce tour d'horizon des notions de communication, d'information, de SIC et autres, nous passons maintenant à vous présenter quelques théories et modèles à même de vous aider dans votre cursus estudiantin, personnel et professionnel. Après avoir présenté la nature interdisciplinaire des sciences de l'information et de la communication, avec d'autres théories, il est nécessaire d'examiner quelques modèles qui structurent les savoirs dans cette interdisciplinarité. À cet égard, les modèles sont des schémas simplificateurs de théories. En communication, ils essaient de décrire, de comprendre et d'expliquer la circulation des messages et des symboles selon Bertrand Gide. Commençons d'abord par le modèle d'Aristote. Le philosophe grec a établi le premier vrai modèle de communication orale qu'il a baptisé rhétorique. 3 éléments clés de ce modèle. L'art oratoire repose sur 3 points, 3 axes importants. Il y a d'abord l'éthos, c'est-à-dire le style que doit prendre l'orateur pour capter l'attention de l'auditoire. Le logos, c'est-à-dire la logique, le raisonnement et l'argumentation. Et le 3e point, c'est le pathos, c'est la sensibilité de l'auditoire. Pour Aristote, la communication repose sur une forte charge émotionnelle. L'auditoire doit être séduit ou charmé, sinon il fermera la communication. Une question se pose à ce niveau. Quel est le mot-clé de son modèle? Bon, le mot-clé de son modèle, c'est le récepteur. Car c'est lui qui détermine l'objet à la fin de la communication. Si l'objet ne lui convient pas, il mettra un terme à la relation. Pour Shannon, la communication est réduite à la transmission d'une information. Nous trouvons la source, le message, le codage, le décodage, le message et puis le destinataire. Ce modèle s'inscrit dans la linéarité. Et pendant la transmission du message, le signal peut être affecté ou brouillé. D'où ce modèle a des limites. Comment? Ce modèle s'inscrit dans la simplicité.
Il ne s'applique pas à toutes les situations de communication. Il ignore la pluralité des récepteurs. Le récepteur est passif. Il ne prend pas en compte les éléments psychologiques et sociologiques. Et il y a aussi absence de toute forme de rétroaction. Pour Ahold de Lasswell, les 5 Q forment l'ossature de son modèle. Quels sont ces 5 Q? Nous avons le qui, dit quoi, par quel média ou canal, à qui et avec quel effet. Concernant le premier, à savoir qui, le qui correspond à l'analyse de régulation, à l'étude sociologique du ou des milieux et organismes émetteurs, institutions médiatiques, leurs organisations, leurs dirigeants, les journalistes, etc. Dit quoi se rapporte au contenu message, au message diffusé, émissions de radio, de la télévision, articles de presse, de journal, etc. C'est l'analyse du contenu. Par quel média ou canal? C'est l'ensemble des techniques utilisées pour diffuser l'information à un instant donné dans une société donnée. Et à ce niveau-là, nous l'appelons, ou bien la seule l'appelle l'analyse des médias. À qui vise l'auditoire ou audience, c'est-à-dire les publics récepteurs, avec des analyses selon des variables. Bon, c'est l'analyse du public. Et finalement, avec quel effet? Il s'agit d'analyser et d'évaluer la nature et les influences du message sur les destinataires, sur l'audience. C'est l'analyse des effets. Ce modèle aussi a des limites. Il est aussi un modèle simpliste. La communication est limitée à la dimension persuasive. La communication est perçue comme une relation autoritaire. Absence de toute forme de rétroaction. Le contexte sociologique et psychologique n'est pas pris en considération. Très bien. Arrivons maintenant au modèle de Jacobson. Ce qui est nouveau dans l'apport de Jacobson, c'est qu'il a introduit le terme de référence ou bien de référent. C'est-à-dire que donc là, son schéma de communication s'inscrit dans cette rétroaction. Il y a un feedback. N'empêche que on lui reproche d'avoir élaboré aussi un modèle ping-pong qui conçoit la communication comme un processus où des messages sont expédiés comme des balles, de manière unidirectionnelle, le long d'un même canal. Et les partenaires se contentent d'échanger leur statut tour à tour. Ce modèle linguistique classique de la communication est en effet souvent interprété comme s'il n'y avait qu'un seul code et un seul message ou au cours d'une communication. Le modèle de Newcomb s'inscrit dans la nouveauté. Comment? Dans la mesure où elle a baptisé un modèle appelé ABX. Car Newcomb a ajouté une autre dimension à son schéma de communication. C'est celui de la dimension sociale et la dimension psychologique à la communication. Pour lui, il n'y a pas d'émetteurs ou de récepteurs, mais bien des communicateurs qui émettent ou reçoivent dans une interaction. Appelons le premier communicateur A, appelons le deuxième communicateur B, et appelons le troisième, non pas communicateur, mais acteur ou bien actant, c'est l'environnement social X, d'où l'appellation de son modèle ABX. Newcomb distingue aussi 2 paramètres qui influent sur la relation sociale et qui est nécessairement liée à la communication, à savoir l'attitude et l'union. Qu'est-ce qu'il entend par attitude? L'attitude est l'aspect plutôt affectif de la relation. L'union est la spécificité de la relation. Et Newcomb d'ajouter
Il insiste aussi sur deux notions importantes qu'il ajoute à son schéma de communication, à savoir l'équilibre ou bien le déséquilibre de la relation sociale. Pour lui, l'équilibre est atteint lorsque les attitudes ont la même orientation. Et s'il n'est pas atteint, il convient de réduire au maximum le déséquilibre ou de rompre la communication. Le modèle de Gerber présente une autre conception quant à la communication. Pour lui, ce modèle s'articule autour de deux axes essentiels, fondamentaux. Il y a le message qui est lié au contexte, et donc celui-ci permet de renseigner sur le contenu, et le processus de communication qui repose sur deux dimensions, à savoir la perception et le contrôle du message. Très bien. L'étape initiale de la perception résultant d'un événement est commune à toutes les situations de communication et que le message résultant peut être défini par deux caractéristiques. 1. Le contenu. 2. La forme. Le modèle de Riley inclut une autre notion, un autre concept, à savoir le concept d'appartenance ou bien la notion d'appartenance à des groupes sociaux au sein d'un système global, social global, dans le processus de la communication. Les communicateurs sont donc intégrés à des groupes primaires, appelons-les familles, amis, communautés, etc. Ces groupes prennent eux-mêmes place dans une structure plus large, à savoir une catégorie sociale plus grande, profession, etc., qui s'inscrit en définitive dans un système social global qui est bien évidemment la société, la grande société. L'appartenance à ces ensembles et sous-ensembles influe directement sur les façons de penser, de voir, d'agir et par corollaire sur la communication. Le dernier modèle, c'est celui de l'école Palo Alto. On l'appelle aussi l'approche systémique. L'école Palo Alto prend 6 axiomes qui forment l'ossature de leur modèle ou bien de leur approche. 1. Toujours d'après l'école Palo Alto, il est impossible de ne pas communiquer, car la communication est en étroite relation avec le comportement des individus. Il n'y a pas de non-comportement, car le silence et l'inaction sont un comportement. Toujours pour l'école Palo Alto, la communication est permanente. 2. Toute communication présente 2 aspects, le contenu et la relation. C'est-à-dire que tout message transmet une information et induit un comportement. L'information est le contenu de la communication. La relation est la manière dont on doit entendre la communication. La relation peut être ou bien saine ou bien perturbée. La relation est un comportement, donc une communication. Et finalement, la relation est donc une métacommunication, c'est-à-dire une communication sur une autre communication. 3. La nature de la relation dépend de la ponctuation des séquences de communication. La communication est intimement liée aux conventions culturelles qui régissent la vie sociale. La relation sera différente selon que l'interaction sera leader-leader, leader-suiveur, suiveur-suiveur. Les échanges ne sont pas ponctués de la même façon, selon la relation. 4. La communication est simultanément digitale et analogique. Qu'entendons-nous par digital et analogique? Digital, elle repose sur les conventions sémantiques d'une langue liées au langage et au code. Très bien. Analogique, elle repose sur des comportements primitifs. Les gestes, les comportements désignent les sentiments, etc., etc. Et 5, tout échange de communication est symétrique ou complémentaire, selon qu'il repose sur l'égalité ou la différence. La relation symétrique est égalitaire et minimise les différences. La relation complémentaire maximise les différences. Elle renforce la position haute d'un interlocuteur et la position basse de l'autre. La communication est un processus complexe. Dans toute communication interpersonnelle,
Chaque intervenant propose, de façon implicite ou non, une définition de soi, mais aussi une définition de l'autre. La manière avec laquelle il se confirme, la manière avec laquelle elle annule quelque chose, la manière avec laquelle il rejette quelque chose, ou bien elle dénie quelque chose. Finalement, et en définitive, les modèles servent à lire, à interpréter et à comprendre les phénomènes d'information et de communication. Ces modèles ont une histoire. Ils évoluent avec le temps en fonction des enjeux. Les modèles linéaires, essentiellement positivistes, comme ils sont conçus dans une logique de causalité linéaire, visent globalement à analyser les effets de la communication et son efficacité. Les modèles circulaires, essentiellement systémiques, cherchent, quant à eux, à étudier la permanence et les changements dans les systèmes de communication. Les modèles permettent ainsi de cadrer ce que l'on veut étudier pour cerner les acteurs, pour cerner les enjeux, pour cerner les dimensions des phénomènes sociaux. Chaque modèle utilisé révèle la signification du phénomène à partir d'un point de vue. Mes chers étudiants, nous arrivons à la fin de cette initiation. Au plaisir de vous accueillir sur les bancs de notre faculté. À bientôt. Merci.